Avant-dernière raison, on arrive à la fin de cette conférence un petit peu longue dont je vous prie de m'excuser. L'avant-dernière raison, c'est qu'il faut préserver la paix du monde. On nous bassine depuis la création de la construction européenne sur la thématique que la construction européenne, ça serait la paix. C'est un argument très fort pour la propagande européiste. L'Europe, c'est la paix. Et à ce moment-là, si vous êtes contre, à ce moment-là, on vous fait passer pour un nostalgique de Verdun, du chemin des dames, etc. En réalité, comme le dit le proverbe, qui veut faire l'ange fait la bête. Il est vrai que dans les débuts, les débuts de la construction européenne, poussés, d'ailleurs portés à l'époque par l'Église, on parlait de Denis de Rougemont, du père Congar, enfin toute cette période des années 50 et 60, ça a permis une ouverture des esprits vers les pays alentours qui n'étaient pas mal venus. J'en ai personnellement bénéficié. Je suis allé dans des familles en Allemagne pour apprendre l'allemand, en Angleterre pour apprendre l'anglais. Tout ça, c'est très bien. Mais le problème n'est plus là. Le problème, c'est que nous avons maintenant affaire à une construction dictatoriale qui s'inscrit dans un schéma de réflexion qui est celui du choc des civilisations. Nous l'avons vu avec l'affaire en Irak au moment de cette guerre illégale déclenchée par la puissance américaine pour des raisons d'appropriation d'hydrocarbures. C'était la mamie qu'on jette du haut de la falaise dont je parlais tout à l'heure. C'est une rapine, c'est un vol. C'est du néocolonialisme pur. Eh bien, seule la France s'y est opposée à l'époque, le fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003. 2 États de l'Union européenne ont fait semblant de s'y opposer, c'est-à-dire l'Allemagne et la Belgique, et tous les autres étaient du côté américain. Pour soutenir cette idée que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qu'il fallait donc y aller mettre le holà. C'est un pur scandale, puisque en réalité, on sait maintenant, les Américains eux-mêmes ont reconnu qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak. J'ajouterais que les seuls qui avaient des armes de destruction massive en l'espèce, c'était les Américains eux-mêmes, puisqu'ils sont gorgés. Et je rappelle que les États-Unis d'Amérique dépensent à eux seuls plus de dépenses pour le militaire chaque année que tous les autres pays du monde réunis. Le budget américain, c'est plus de 50% du budget militaire mondial. Donc s'il y a une puissance qui est absolument une puissance militaire et impériale, ce sont les États-Unis, avec plein d'armes de destruction massive, des armes secrètes d'ailleurs, sur les rumeurs, avec de nombreuses rumeurs qui circulent, que je ne voudrais ni accréditer ni démentir, mais il y a des recherches effrayantes qui sont faites en la matière. En l'espèce, si la France en faisant ça, a d'ailleurs désobéi, c'est le cas de le dire, elle a violé le 2e pilier du traité de Maastricht, puisque normalement nous aurions dû être solidaires des autres pays de l'Europe. Je voudrais dire à tous ceux qui me disent que l'Europe c'est la paix de regarder un petit peu tout ceci, toutes ces photos plus épouvantables les unes que les autres, de ce crime de guerre que nous commettons en Afghanistan, où la France est présente avec l'intermédiaire de l'ISAF, avec les forces de l'OTAN et avec un certain nombre de partenaires européens. Ici, ce sont malheureusement, les journalistes ne font plus le travail qu'ils faisaient, notamment aux États-Unis dans les années 60 et 70. Vous connaissez la charte de Munich qui avait été le sommet de la déontologie des journalistes. Maintenant, c'est bien fini. Maintenant, les crimes de guerre, ça n'existe plus quand c'est commis par le camp occidental, ça s'appelle une bavure. Donc maintenant, nous sommes devenus des escargots. On passe notre temps à faire des bavures. Il n'y a plus de crimes de guerre, jamais. Il n'y a plus d'incrimination non plus. Les tribunaux pénaux internationaux, ça n'est plus que pour ceux qui ne sont pas, pour les États qui ne font pas partie de ce que la novlangue appelle la communauté internationale. La communauté internationale étant les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Tout le reste est en dehors de la communauté internationale, à peu près. Voilà, donc on voit se dérouler ici des horreurs, des escadrons de la mort, n'est-ce pas, qui posent en rigolant auprès de photos de cadavres d'adolescents afghans. Enfin, je vous passe ces détails absolument horribles, qui font bien entendu le tour du Moyen-Orient, du monde entier, et qui nous assimilent, nous, parce que ne serait-ce que nous y avons des soldats. Alors maintenant, on se désengage un petit peu d'Afghanistan, mais nous avons commis des horreurs en Libye. En ce moment, nous soutenons, en Libye, on a d'ailleurs fait venir des mouvements islamistes que l'on prétend combattre maintenant au Mali. On soutient en Syrie la désintégration du régime syrien pour transformer ça comme l'Afghanistan, comme l'Irak, comme le Soudan, comme la Libye. Maintenant, c'est le tour de la Syrie, c'est pour en faire des foyers de purulence, là où il y avait des États centralisés qui tenaient la route, qui n'étaient certes pas des démocraties, mais enfin bon,
Moi, je connais assez bien le Moyen-Orient. Je peux vous dire qu'entre l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez el-Assad, que j'ai connu avant Bachar el-Assad, et d'un côté, et puis le royaume d'Arabie Saoudite de l'autre, il n'y a pas photo sur quel est le régime le plus démocratique. Bon. Or, comme par hasard, les forces euro-atlantistes passent leur temps à désintégrer les régimes laïques du parti Baas, c'est-à-dire les régimes les plus progressistes du monde arabe, même si c'était effectivement des dictatures, mais dans le monde arabo-musulman, il y a quand même beaucoup de dictatures. Puis d'ailleurs, bon, quand on s'appelle États-Unis et que l'on a des dizaines de prisonniers à Guantanamo depuis 12 ans, sans aucun procès, sans aucun contact avec un avocat, ce qui viole tous les droits internationaux, on évite quand même aussi de prendre la pose de la démocratie modèle. Mais en attendant, on est en train de désintégrer par cette politique européenne sous contrainte états-unienne, on est en train de désintégrer tous les pays qui, justement, empêchaient le développement des phénomènes islamiques que l'on prétend dénoncer par ailleurs. Les milliers de bavures, le conflit afghan a fait plus de 12 000 morts de 2001 à 2012. 88 soldats français sont morts en Afghanistan. Alors je rappelle que tout ceci découle de notre appartenance à l'Union européenne aussi. Pourquoi nous sommes rentrés dans l'OTAN ? Parce qu'il y a l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Il y a deux traités. Il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, et le traité sur l'Union européenne, qui s'appelle le TUE. Ça tombe bien. Le TU. C'est tout un programme sur la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, même si vous êtes fatigués en cette fin de conférence, parce que ça vaut quand même le détour. La politique de l'Union, au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. C'est pratiquement à mettre dans un encadré, à mettre ça au-dessus de vos toilettes tous les matins pour y réfléchir, parce que c'est vraiment assez extraordinaire comme formulation, j'avoue. On y trouve dans une seule et même phrase, il est question à 3 reprises dans la même phrase de l'OTAN. Une fois sous le sigle OTAN, une autre fois sur le sigle Organisation du traité de l'Atlantique Nord, et une autre fois sous l'intitulé de traité de l'Atlantique Nord. En gros, ça veut dire l'Europe a une politique étrangère et de sécurité commune qui est fixée par les traités, puisque ça a vocation à devenir les États-Unis d'Europe. Bien. Enfin, ça c'est pas dit, mais maintenant on le dit de plus en plus. Premièrement. Deuxièmement, cette politique de sécurité, elle est totalement indépendante, sauf que elle doit être quand même subordonnée à la politique de l'OTAN pour les États qui appartiennent à l'OTAN. Or, pratiquement tous les États de l'Union européenne appartiennent à l'OTAN. C'est d'ailleurs fait pour, puisque M. George W. Bush est allé à Varsovie en 2001 et il a dit aux pays de l'Est, nous devons accueillir tous les pays de l'Est dans l'Union européenne et d'abord dans l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Tous les 3 États baltes, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, etc., sont d'abord entrés dans l'OTAN, ensuite sont entrés dans l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs le président George W. Bush qui en a décidé ainsi. C'est-à-dire que c'est le président des États-Unis qui décide de qui entre dans l'Union européenne. Bien. Enfin, pas bien, justement. Donc, dans ce cadre, Charles de Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966, mais à la même époque où il faisait la politique de la chaise vide à Luxembourg, parce qu'il avait déjà compris le système. Mais à l'époque, il y avait quand même la guerre froide, et il y avait un risque quand même qui n'était pas négligeable, c'est le moins que l'on puisse dire, du camp socialiste. Puisque le pacte de Varsovie était à 300 kilomètres de la frontière de Strasbourg. Donc il y avait, effectivement, la France appartenait au camp occidental. Mais De Gaulle avait dit, lorsque le mur de Berlin s'effondrera, enfin il l'avait dit à Perfit, qui le rapporte dans son livre C'était De Gaulle, lorsque le communisme n'existera plus, la France, l'OTAN n'existera plus. Ce qui prouve que là, ce grand visionnaire s'était trompé, parce que le pacte de Varsovie s'est effondré, et au lieu que l'OTAN, qui était censé en être l'alter ego, celui qui visait à s'opposer à lui, quoique je n'ai appris que récemment ce que j'avais oublié dans mes cours antérieurs, c'est que l'OTAN a été créée en 1949, c'est-à-dire 4 ans avant le pacte de Varsovie qui date de 1953.
Donc c'est pas l'OTAN n'a pas été créé par réponse au pacte de Varsovie, c'est l'inverse. On nous a souvent laissé entendre le contraire. Mais enfin, on pouvait imaginer que le pacte de Varsovie, de s'effondrant, l'OTAN disparaîtrait. Et en réalité, l'OTAN s'est emparée de l'Europe de l'Est et maintenant vise à devenir une espèce d'armée coloniale mondiale au profit de l'empire euro-atlantique. C'est comme ça que les choses se passent. Donc ça n'a rien à voir. Lorsque De Gaulle était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN mais était resté dans l'OTAN, c'était pour des raisons géopolitiques évidentes à l'époque. Maintenant, il n'y a plus 50 solutions. Maintenant, le charabia de l'article 42, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il pose 4 principes. Le premier, c'est que l'Union européenne doit se doter à terme d'une seule et même politique de défense, la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense. Deuxième principe, l'Union européenne doit mettre sur pied une armée européenne commune. Troisième principe, l'Union européenne s'arroge le droit de mener des opérations de police internationale définies par l'OTAN, même sans mandat de l'ONU. Parce que normalement, les opérations de guerre, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est justement ce à quoi s'est opposé Dominique de Villepin en 2003. C'est parce que les Américains n'ont pas eu le feu vert. La France a menacé de son veto. Ils sont pas allés jusqu'au vote parce qu'il y aurait risque de veto, ce qui était humiliant pour Washington, qu'ils ont déclenché une guerre qui est illégale au regard de la Charte des Nations Unies. Et je rappelle quand même quand nous sommes dans un univers policé depuis 1945 et que la Charte des Nations Unies vise à réglementer le droit de la guerre. Donc un État n'a pas le droit de faire la guerre, normalement, s'il n'y a pas l'autorisation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de cette charte. Voilà. Donc là, on s'arroge le droit de mener des opérations définies par l'OTAN elle-même, puisque Washington et l'Union européenne ne cessent que d'essayer de vider de substance l'ONU. Nous sommes dans des gens qui ne sont pas du tout pour une vision universelle de la planète. Nous sommes dans un système de domination impériale avec un camp qui veut vider de substance l'ONU. L'ONU dont je signale que c'est quand même un grand principe de civilisation, puisque l'ONU a posé ce principe inouï dans l'histoire des hommes, c'est qu'un État égale une voix. Le royaume de Tonga, ou l'île de la Dominique dans l'arc caribéen, a la même voix que la République populaire de Chine ou que les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, on va me dire ça, c'est à l'Assemblée générale, c'est pas au Conseil de sécurité, c'est vrai. Ça peut se comprendre aussi sous certains côtés. On peut pas non plus avoir quelque chose de viable dans ces conditions, mais quand même, c'est un grand principe d'humanité et de vision, d'émancipation des peuples et des nations. C'est ça que actuellement l'oligarchie euro-atlantique est en train de vider de substance pour vider l'ONU et le remplacer par l'OTAN. Et enfin, les obligations de l'OTAN s'imposent à l'Union européenne puisque la PES doit respecter les obligations de l'OTAN. L'entrée dans l'OTAN est donc devenue un préalable imposé par les États-Unis à l'entrée dans l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, tous les nouveaux États de l'Est ayant adhéré à l'UE en 2005 ont été obligés à la demande des États-Unis d'adhérer d'abord à l'OTAN avant d'adhérer à l'UE. En France, et seulement en France, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui s'intéressent à ces sujets, ce sont des sujets d'une importance considérable pour la guerre et la paix dans le monde. C'est quand même d'ailleurs, compte tenu des bruits de ce qui se passe actuellement en Syrie, en Iran, dans différents théâtres d'Afrique, en Corée du Nord, la situation est quand même extrêmement dangereuse, donc nous devons y porter très attention. Et en France, et seulement en France, tous les partis politiques, à la seule exception d'une autre, et tous les grands médias cachent encore cette vérité, c'est que l'Union européenne, c'est égal à l'OTAN, c'est égal à la subordination militaire et stratégique aux États-Unis. Nous sommes les seuls à le dire. Vous ne verrez jamais Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan expliquer aux Français ce qui se cache derrière la construction européenne. Monsieur Mélenchon, certes, dit qu'il faut sortir de l'OTAN, mais lui, il veut faire croire aux Français que l'Union européenne serait créée par les Européens. Alors qu'il s'agit derrière tout ça de qui a créé la construction européenne dès 1949. Je vous renvoie à d'autres de mes conférences. La fameuse déclaration Schuman a été conçue dans les bureaux de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain. Et tout le monde, enfin, vous l'avez vu encore, si vous vous intéressez à la politique la plus actuelle, le Premier ministre britannique, M. Cameron, envisage de faire un référendum pour la sortie de l'Union européenne, tellement les Britanniques veulent s'en sortir. Qui est-ce qui intervient pour dire non? C'est les États-Unis, qui ont dit non. Ils ont un secrétaire d'État aux affaires européennes, les Américains. C'est comme si nous, on avait un secrétaire d'État aux affaires américaines. C'est quand même assez extraordinaire. Mais personne ne réagit. Bon.
La subordination dans les faits, c'est l'Eurocorps, par exemple. L'Eurocorps, c'est cet embryon d'armée européenne avec 5 membres permanents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, et 4 autres pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Turquie qui est le flanc sud de l'OTAN. Et c'est justement pour cette raison que la Turquie va entrer dans l'Union européenne, puisque ça, c'est un des grands mystères de la politique française, où on se dit régulièrement, les Français se disent, est-ce que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne ou pas? Alors vous avez des grands débats entre les gens qui disent oui, ça va favoriser, comment dirais-je, un islam moderne. Vous avez d'autres, alors au Front National, qui poussent des cris d'orfraie, mais non, c'est contraire aux racines chrétiennes de l'Europe. Donc les gens se bouffent le nez sur cette question. Personne, sauf nous, ne dit ce qui se cache. Ce qui se cache derrière, c'est que ce sont les Américains qui en ont décidé ainsi pour faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est pour ça que la Russie, puisqu'il s'agit d'encercler la Russie, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est Zbigniew Brzezinski qui a été le conseiller diplomatique de Carter et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Great Chessboard, le grand échiquier en français, qui explique qu'il s'agit de encercler et de repousser la Russie au maximum dans l'interland eurasiatique, et il s'agit de surveiller le Moyen-Orient, Israël, les pays de la Mésopotamie. C'est de ça qu'il s'agit. Les Américains ont décidé que ça serait comme ça, et c'est pour ça que la Turquie va entrer dans l'Union européenne. Alors aucun de vos députés de l'UMP, du PS, de ELV, du MoDem, de ci, de ça, ne vous explique jamais le fond du problème. Le fond du problème, c'est celui-ci. Voilà. Alors il vous suffit d'aller voir le site internet de l'Eurocorps. Ici, c'est une saisie d'écran. Et si vous voyez cette saisie d'écran, ben vous serez saisi d'effroi. Parce que vous aurez Eurocorps et vous verrez A Force for the European Union and the Atlantic Alliance. Une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance Atlantique. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le site. Donc les gens qui vous disent, j'ai vu certains souverainistes qui avaient dit ah oui mais Sarkozy il est rentré dans l'OTAN, dans le commandement militaire intégré, c'est un scandale. Bien sûr, moi je ne trouve pas ça scandaleux, je trouve ça logique. Ou bien on est dans l'Union européenne et à ce moment-là il faut être dans l'OTAN à plein, ou bien on est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Donc c'est cette alternative qui se pose. Soit la France continue à rester membre de l'Union européenne, alors elle est ipso facto condamnée à s'enfermer dans l'Alliance Atlantique. Quand je dis ipso facto, je pourrais même dire ipso iure, c'est-à-dire par le droit lui-même, puisque l'article 42 le précise, puisque l'Union européenne et l'OTAN ne sont en réalité que les deux faces de la même médaille, celle de l'asservissement géopolitique, diplomatique, militaire, économique, culturel aux États-Unis d'Amérique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'une certaine façon, M. Sarkozy, qui était plus américain que français, était parfaitement logique. Il a tiré la logique jusqu'au bout, qu'avait d'ailleurs déjà entamé, à vrai dire, Jacques Chirac avant lui. Et même François Mitterrand avant lui. C'est-à-dire que fondamentalement, on ne peut pas être allié, prétendre fonder une espèce d'État-continent avec une majorité d'États qui sont membres de l'OTAN et prétendre faire la fine bouche devant l'OTAN. Surtout qu'on prétend avoir la même politique étrangère et de défense. C'est pas possible. On peut pas vouloir une chose et son contraire. On peut pas, sinon c'est du gaullisme de pacotille. C'est un gris-gris. Ça n'a rien à voir. Donc nous ne prétendons pas d'ailleurs un mouvement gaulliste. Je le rappelle au passage, nous avons chez nous des anti-gaullistes, on a aussi des gaullistes, on a tout. Mais nous, ce qu'on voit au-delà de De Gaulle, quand je cite De Gaulle, c'est simplement un stratège et c'est une volonté d'indépendance nationale qui remonte bien avant De Gaulle. Là, il y a eu Clémenceau, il y a eu Gambetta, il y a eu les soldats de l'an 2, il y a eu le cardinal de Richelieu, il y a eu Jeanne d'Arc, etc. C'est un pays qui a trouvé, dont la finalité même de la France, c'est de s'opposer aux empires qui veulent la dominer. Voilà. Donc, ça, c'est la conclusion logique, donc, de Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. C'est une des hypothèses. Et puis l'autre hypothèse logique, c'est que la France décide de redevenir la nation libre et souveraine qu'elle a toujours eu l'ambition d'être, qu'elle est toujours parvenue à être dans les grands moments de son histoire nationale, depuis Bibracte jusqu'au CNR de 1944. La France a toujours, dans les grands moments de son histoire, a toujours su se rassembler, les tribus gauloises, pour imposer la liberté de cette nation à nul autre pareil. Et c'est d'ailleurs ce que le reste du monde attend de nous. Comme je le dis souvent, la France n'appartient pas aux Français.
l'actuelle dégringolade de notre pays, la disparition géostratégique de la France en tant qu'acteur géostratégique de première importance, a un effet considérable dans le monde. Si vous avez des amis au Moyen-Orient, en Amérique latine, dans le monde, en Chine, comme j'en connais, ou dans le monde orthodoxe, si ce sont des bons amis, ils vous disent avec tristesse, mais qu'est-ce que vous êtes devenus? Qu'est-ce qui est devenu de cette France que nous aimions et qui savait s'opposer aux États-Unis? C'est pas pour le principe même de s'opposer aux États-Unis. Moi, j'ai des amis américains, c'est pas le problème. C'est de s'imposer à un pays qui veut dominer l'univers. Donc c'est ça qui manque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le discours de Villepin, pour le coup, avait été extraordinaire en 2003, parce que dans les jours qui avaient suivi, des files d'attente s'étaient créées devant les alliances françaises à travers le monde, de New Delhi à Sydney, de Pékin à Rio de Janeiro, de Mexico au Caire, de Moscou à Johannesburg. J'en ai gardé des traces des agences de presse. Il y avait des files d'attente de gens à travers le monde qui voulaient apprendre le français. Voilà. Parce qu'apprendre le français ne sera désirable et n'est désiré que justement comme une langue d'émancipation. Voilà. Et si en revanche nous devenons les larbins de l'Empire, ben évidemment, c'est toute la France qui perd même sa raison d'être. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la raison pour laquelle il faut sortir à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. L'un ne va pas sans l'autre. Toute autre politique est incohérente. Vous avez compris que l'Union populaire républicaine vous propose le second choix, qui est celui qui est conforme d'ailleurs à tous les grands moments de notre histoire nationale depuis 2000 ans. Donc même si conjoncturellement ceci paraît difficile, toute l'histoire m'assure et nous assure que nous y arriverons, puisqu'il y a une grande logique dans l'histoire, c'est qu'elle est récurrente. Donc c'est la raison numéro 9, il faut que la France sorte de l'OTAN et dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 42 du TU.